Beaucoup moins optimiste que son homologue américain qui affirme que la guerre est déjà finie entre la RDC et le Rwanda, Félix Tshisekedi, lui, a plaidé une nouvelle fois du haut de la tribune des Nations Unies pour le retour de la paix et la reconnaissance du génocide congolais. Jour après jour, le dollar américain a perdu de la valeur cette semaine à Kinshasa, alors que nous approchions les 29 000 francs congolais pour 1 dollar. 300 francs de moins ont déjà été comptés ces derniers jours. Seulement, les prix sur le marché sont encore immobiles. Vous suivrez dans ce journal les explications du ministre de l'économie nationale. Les patrons des journalistes de Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, étaient au chevet ce mercredi de Jacques Indala, acteur politique, mais ayant également marqué l'histoire des médias en République démocratique du Congo. Il s'agit d'un entretien de soutien moral, vu son état de santé inquiétant, ayant conduit à sa libération avant d'avoir purgé la totalité de sa peine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pendant 20 minutes, Félix Tshisekedi a placé la République démocratique du Congo au cœur des enjeux mondiaux. Peut-on lire sur le site de la présidence de la République. Pour ce nouvel oral, à New York, le chef de l'État a salué le multilatéralisme qu'il considère non plus comme une option, mais une exigence incontournable qui s'impose au monde au regard des nombreux défis. Le président de la République a dévoilé également les priorités de la participation de la RDC au Conseil de sécurité dès janvier 2026. Je le dis solennellement devant cette Assemblée. La communauté internationale a le devoir moral et politique de reconnaître cette tragédie pour ce qu'elle est, un génocide, et d'agir en conséquence. Le silence et l'inaction face à ces crimes s'apparentent à une complicité. Nous demandons la mise en place immédiate d'une commission d'enquête internationale indépendante et dotée de moyens pour établir la vérité, rendre justice aux victimes et rompre le cycle de l'impunité qui nourrit ce drame depuis des décennies. Madame la Présidente, le terrorisme demeure une menace grave pour la paix et la sécurité internationale. Aucune région du monde n'est épargnée. Après l'Asie, l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord, ce fléau s'enracine en Afrique et déstabilise plusieurs sous-régions. Ce matin, l'un des meilleurs éditorialistes du pays, Jean-Marie Kassamba, a réagi à ce sujet. Une analyse froide sur les questions de l'heure en tant que journaliste, mais aussi stratège, élève de la première école doctorale du CHESD. Pour le patron de Télé 50, Félix Tshisekedi n'est pas loin du bon calcul, mais avec plus de tact et d'application, il pourrait avoir des meilleurs résultats. Moi, je pense que ce qui souvent conseille notre président en matière de géostratégie et politique internationale doivent rédiger ces discours en tenant compte de nos propres problèmes et surtout du contexte mondial. Règle numéro 1. Notre président a demandé que la communauté internationale reconnaisse les génocides congolais comme les génocides arméniens, rwandais et la Shoah des Juifs. Mais est-ce que notre Parlement reconnaît déjà ces génocides? Est-ce que nous avons des lois chez nous qui ont déjà décrété ça? Deuxièmement, les génocides ne se reconnaissent pas sur le plan économique. Les génocides sur le plan juridique, c'est d'abord une opération programmée, exécutée, orientée vers un peuple, une communauté, d'une manière beaucoup plus distincte. Donc aujourd'hui, pour que les autres reconnaissent nos génocides, il aurait fallu que sur le plan national, qu'on puisse décider d'abord au niveau de notre législation, et qu'il y ait une prise en charge effective du peuple congolais quant à ceux. Il aurait fallu même chercher un terrain beaucoup plus vaste que là où on a mis le monument ici à Kinshasa. Nous avons des endroits importants, symboliques, où on peut faire un mausolée immense. Et on entasse là-bas aussi, comme les Rwandais ont fait nos crânes, les photos, pour que ça soit beaucoup plus symbolique. Et là, on en fait une affaire nationale, et les autres vont épouser. La communauté internationale n'existe pas. Ce qui existe, ce sont les intérêts des nations.
Corridor de Lobito, le sujet était au centre d'un grand panel co-animé avec le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, à New York, en marge de la 80e Assemblée générale de l'ONU. Pour rappel, le corridor de Lobito est un réseau ferroviaire reliant les régions minières de la République démocratique du Congo et de la Zambie au port de Lobito. En marge de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, qui consolide davantage la diplomatie économique et commerciale de la République démocratique du Congo, a co-animé le panel de haut niveau organisé par des Corporate Council on Africa autour du corridor de Lobito pour le développement de l'Afrique centrale et australe. Au nom du gouvernement de la RDC, le ministre Julien Paluku a invité les partenaires techniques et financiers à considérer le corridor de Lobito non pas comme un simple projet, plutôt un programme intégré qui aligne les infrastructures, l'énergie, la digitalisation, les nouvelles technologies et le développement des compétences. On va changer de paradigme pour que les corridors de Lobito soient une occasion pour les partenaires de plutôt renforcer la transformation locale des matières premières pour qu'on leur donne une valeur ajoutée et que cela profite à nos économies respectives. Parce que lorsque on fait une évaluation, on trouve que nous ne captons que seulement 3% de la valeur marchande de nos matières premières. Et les 97% sont captés par d'autres. Ce qui montre tout de suite que les pays producteurs ne sont pas les bénéficiaires des matières premières. Et si on doit continuellement importer la main-d'œuvre de l'extérieur pour développer ces vastes programmes, eh bien, on n'aura pas aidé ces pays. Donc la composante développement des compétences, formation professionnelle devrait être parmi les composantes essentielles pour que finalement ces projets ou ces programmes de Lobito soient un programme bénéfique pour l'ensemble de la région. Signalant que la RDC, l'Angola et la Zambie sont au cœur de cette initiative de Global Gateway. S'imprégner des conditions de travail, des directions et cellules de son ressort, tel est l'objet de la visite qu'a effectuée mardi 22 septembre la ministre déléguée en charge de la nouvelle économie du climat par cette descente sur terrain. Arlette Bahati Tito, qu'accompagnait le secrétaire général à l'environnement, a voulu palper du doigt les conditions de travail des cadres et agents du ministère de l'Environnement et Développement durable. Au cours de cette descente sur terrain, la ministre déléguée Arlette Bahati Tito a eu des échanges sans tabou avec les cadres et agents de son secteur. La parole a été accordée à ceux qui la sollicitaient pour présenter les doléances. Les directions de gestion forestière, des déboisements, d'assainissement, des ressources en eau ont été ainsi visitées tour à tour par la ministre Arlette Bahati Tito. Ces services de l'État sont butés presque tous au même problème, notamment le manque des frais de fonctionnement proportionnels à leur capacité de mobilisation des recettes, le manque d'équipements et des bureaux pour certains services qui fonctionnent sous les arbres. Cette situation a retenu l'attention de la ministre déléguée qui a promis de faire un plaidoyer auprès de la hiérarchie pour que des solutions idoines soient vite trouvées. J'ai constaté qu'aujourd'hui, l'effectif est sur place. Nous sommes à 6500 agents. C'est quand même énorme pour des espaces assez confinés. Et j'ai remarqué quand même ils travaillent dans l'obscurité totale parce qu'il n'y a pas d'électricité. Mais ils sont confinés. Mais ici, même au niveau du secrétariat général, là où ils sont logés, ils sont en plein déguerpissement parce qu'il y a aussi la problématique de l'INERA. Donc tout ça là, ce sont des problématiques et moi je pense qu'il faut faire un plaidoyer pour qu'on ait nos bâtiments à nous, qu'on ait nos immeubles, pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. Arlette Bahati Tito a saisi cette occasion pour expliquer aux cadres et agents de son secteur la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, sur les enjeux climatiques. Elle a exhorté le personnel à multiplier les efforts et travailler avec abnégation pour arriver à des meilleurs résultats.
En rapport avec la coupure intempestive d'alimentation en électricité survenue dans la nuit du 11 au 12 septembre dernier à l'aéroport international de Ndjili, laquelle a plongé la tour de contrôle dans le noir en mettant hors service le système de balisage au moment de l'atterrissage de l'avion du président de la République. L'autorité des régulations du secteur de l'électricité a, après avoir mené un audit technique, formulé des recommandations très urgentes. C'est une mission d'investigation composée d'experts techniques, officiers de police judiciaire et d'un expert juridique senior. 4 jours durant, ces derniers ont inspecté la documentation et les installations électriques stratégiques de l'aéroport international de Ndjili, à savoir la nouvelle centrale thermique, l'ancienne centrale, la sous-station SNEL RVA, la nouvelle tour de contrôle et l'aérogare international. De ces enquêtes, il s'avère que l'aéroport international de Ndjili est actuellement alimenté par la sous-station SNEL RVA ainsi que par 2 centrales thermiques. Cependant, l'instabilité du réseau SNEL, aggravée par l'augmentation des charges causées par l'urbanisation galopante des zones avoisinantes, compromet la fiabilité de l'approvisionnement électrique primaire de ce site. C'est ainsi que la nouvelle tour de contrôle et le balisage des pistes furent directement touchés par la coupure électrique, alors que l'aérogare international n'a pas été affecté par la coupure d'électricité. Les experts de l'ARE ont conclu leur mission d'audit par un échange avec le commandant ad interim de l'aéroport de Ndjili et le responsable de la division technique de la RVA. Leur verdict est sans appel, sans la mise en conformité rapide de ces infrastructures électriques. Le risque de répétition de ce type d'incident demeure élevé et quasi certain. Cet incident, qui a perturbé grandement la sécurité d'un vol présidentiel, établit la nécessité impérieuse de se doter d'infrastructures électriques primaires et critiques fiables dans tous les sites stratégiques de la République, surtout à l'aéroport international de Ndjili, maillon essentiel de la sûreté aéronautique nationale. Ainsi, afin de restaurer durablement la fiabilité de l'aéroport international de Ndjili en électricité, l'ARE recommande, entre autres, de sécuriser l'alimentation primaire de l'aéroport en dédiant les lignes SNEL exclusivement à l'alimentation de l'aéroport et en déconnectant immédiatement ces lignes dédiées de toutes les charges environnantes. Elle recommande la modernisation sans délai des systèmes critiques par le remplacement des inverseurs et onduleurs existants par des équipements de nouvelle génération capables d'assurer un basculement automatique rapide et fiable en cas de défaillance de l'alimentation primaire. Le dollar se change à près de 2500 francs en ce moment à Kinshasa. Ce qui surprend plus d'un dans l'opinion n'est pas un miracle, mais bien le fruit d'une gestion orthodoxe des fonds publics. Seulement, les prix des denrées et autres services ne suivent pas jusqu'à présent. Ce que les consommateurs considèrent comme une escroquerie a une explication claire et précise de la part du ministre de l'économie, Daniel Mukoko-Samba. Et 3 points essentiels sont ressortis de la réunion d'aujourd'hui. Le premier point concerne le raffermissement du franc congolais sur le marché de change. Les Congolais auront noté que la parité dollar-franc congolais a connu un changement assez drastique ces derniers jours. Ce changement résulte de la bonne coordination entre la Banque centrale et le gouvernement, c'est-à-dire le volet monétaire, la Banque centrale ayant procédé à un ajustement du niveau de réserve obligatoire et le gouvernement ayant continué à resserrer le budget, mais aussi avec les échéances fiscales, ce qui a donc permis de faire en sorte que le franc congolais s'est raffermi. Ce n'est donc pas ce que le Congolais vive, n'est pas le résultat d'un hasard. C'est pas quelque chose de, je sais pas quoi. C'est le résultat d'un travail bien coordonné entre la Banque centrale et le gouvernement. Et il est question pour le moment de renforcer ce mouvement de manière à ce que le taux de change retrouve des niveaux que nous considérons comme étant compatibles avec l'activité économique. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est d'ailleurs lié à celui-là, c'est d'assurer que l'économie soit un peu mieux financée. Nous allons
dans les semaines qui viennent, annoncer un certain nombre de mesures de manière à rassurer les opérateurs économiques qui généralement font face à des menaces sur leurs dépôts bancaires. Équipé d'écrans haute définition, d'une connexion Internet haut débit permettant des visioconférences internationales fluides, l'Africain d'Explosif Afridex a une nouvelle salle moderne de visioconférence. L'inauguration a eu lieu mercredi en présence du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Cette infrastructure moderne, construite aux standards internationaux, était officiellement mise en service par le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadian Vita. C'était en présence du chef d'état-major général des FARDC et de plusieurs agents et cadres de cette société dépendant du ministère de la Défense. Construite à l'initiative du directeur général de la FRIDEX, le lieutenant général Sika Bouassindafal, représenté à cette occasion par son adjoint Serge Bokana, cette salle vise à offrir à la FRIDEX un outil de travail à la pointe de la technologie. Premier ministre, la cérémonie de ce jour coïncide également avec l'inauguration de la nouvelle salle de réunion construite, aménagée et équipée grâce au management du directeur général d'Afridex, le lieutenant général Sika Bouassindafal, à qui j'adresse toute ma considération et mes remerciements pour le dévouement, le sens de l'anticipation et la rigueur ayant rendu possible la réussite des deux événements de ce jour, lesquels constituent une étape historique pour Afridex. Avec cette inauguration, Afridex se dote d'un outil de collaboration moderne qui aligne ses standards opérationnels avec le meilleur pratique international, tout en affirmant sa position de leader dans son secteur d'activité. Plus de 1000 policiers ont été formés sur la police de proximité. L'encadrement des officiers de police judiciaire, la construction et l'inauguration des bâtiments du commissariat de la police nationale congolaise. Voilà l'essentiel des réalisations du projet de professionnalisation de la police pour la population et la paix qui vient de se clôturer ce mercredi. L'atelier de clôture du projet de professionnalisation de la police pour la population et la paix, P4P phase 2, avait pour finalité de partager l'information sur la coopération du Japon au profit de la police nationale congolaise, y compris la perspective pour la troisième phase du projet P4P, police de proximité, et de compléter le contenu du comité de pilotage de mars 2025 avec les réalisations clés et les résultats d'études d'impact. Prenant la parole, le commissaire général de la police nationale congolaise, Benjamin Alungaboni, a remercié la coopération japonaise pour les formations de policiers organisées dans le but de professionnaliser la police. Un projet appuyé financièrement par l'Agence japonaise de coopération internationale. Le vrai ami n'est pas celui avec qui vous mangez tous les jours, vous buvez, vous participez aux escapades, non. Le vrai ami, c'est celui-là qui vient à votre secours en cas de problème. Et nous sommes une police naissante. Voilà, nous sommes à nos premiers pas. Nous sommes une jeune police. Et la JICA vient à notre secours. Et les réalisations sont là. Quitte à nous de pérenniser les acquis que nous ont laissés la JICA. Le représentant résident des JICA en RDC s'est réjoui des avancées majeures dans la professionnalisation de la police. Ceci démontre une avancée majeure dans la professionnalisation et la modernisation de la police à PNC et cela nous encourage. Pendant ces 4 ans, la JICA, à travers le projet P4P, a réussi à consolider les capacités institutionnelles de la police nationale congolaise, a souligné Michiko Furuta, conseillère en chef du projet P4P. La presse de Kinshasa a lancé un message fort ce mercredi au chevet d'un de ceux qui ont fait le beau temps de la télévision congolaise. Autrefois, avant de se convertir en politique, Jacques Ndala a reçu une visite de solidarité de la part de quelques journalistes emblématiques du pays, tels que Sylvie Bongo ou encore Papi Mboma. Ils étaient conduits par le numéro 1 des journalistes de Kinshasa, Jean-Marie Kassamba. C'est une visite de compassion et un appel à solidarité organisé par un groupe de journalistes de Kinshasa en faveur de l'un de leurs, cloué sur son lit d'hôpital actuellement après son incarcération à la prison centrale des Makala. Jacques Ndala, grand journaliste, d'abord journaliste.
La délégation était composée notamment de Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa, Willy Kalingai, Sylvie Bongo, Papi Mboma, initiateur de cette mobilisation, Willy Makolo, pour ne citer que ceux-ci. Prenant la parole tour à tour, Jean-Marie Kassamba et Papi Mboma ont lancé un appel à mobilisation à toutes les personnes de bonne volonté pour lui venir en aide, car l'urgence s'impose. Nous sommes venus le voir, d'abord pour l'encourager à être fort pendant cette période. Aujourd'hui, c'est le début des visites. Il faut que ceux qui n'ont pas apporté ou plutôt manifesté leur bonne volonté les fassent, parce qu'on va l'accompagner dans cette période. Et Jackie, tu dois savoir que tu as toute une communauté. Au nom de la prise de Kinshasa, je dis merci à tous ceux qui se sont manifestés. D'abord pour soutenir notre journaliste. Au-delà de Kinshasa, tous les journalistes de la diaspora, de l'intérieur du pays, la population, l'opinion. Voilà, il n'est pas mort, il est là. Tout ce qu'on peut dire, c'est un grand merci. Jackie est encore à l'hôpital et nous continuons à mobiliser ceux qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose. Que vous soyez journaliste ou pas, contactez-nous, contactez Sylvie, contactez JMK, contactez Willy Kalengai, contactez Fanfan, Willy, Makolo. On y reste ouvert. Cet acte de générosité des journalistes devait être poursuivi afin d'éviter les pires dans le jour qui viennent. Dans le cadre de sa mission d'itinérance dans les territoires de Moba, le gouverneur Christian Kitungwa Muteba s'est rendu ce dimanche dans le groupement de Tumpa, précisément au village de Moulugouzi, récemment frappé par un incendie dévastateur survenu en août dernier. Ce sinistre, dont l'origine demeure encore à ce jour inconnue, a réduit en cendres une vingtaine d'habitations, occasionnant d'importants dégâts matériels sans perte en vies humaines. Le gouverneur Christian Kitungwa Muteba est venu apporter une assistance concrète aux sinistrés, notamment à travers la remise de plus de 500 tôles destinées à la construction des maisons détruites. Wamama, wababa, mjambo. Sione mikono yenu mjambo. Ni furaha kubwa kwa kuonana tena siku ya leo. Nilisema nitaenda na nionane na bandugu yangu nibapoleshe kwa magumu yenye libapata. Les bénéficiaires de ce geste salvateur n'ont pas manqué d'exprimer leur profonde reconnaissance à l'endroit de l'autorité provinciale. Tunafurahi, baba anatuwaza, anatukumbuka. Pole sana baba, tunapiga shukrani. Nafurahi sana. Kwanza ni matayarisho ya kujenga. Kwa hiyo hapa sasa, Mungu ananisaidia sana. Nasikia furaha sababu honorable wetu baba wetu gavana anafanya tendo kusema kama kulia pamoja na wanao lia. Na kwangu pia kibinafsi nasema maneno yote mdunia ya kusema nasema tu merci. Fidèle à sa politique de proximité, le gouverneur Christian Kitungwa Muteba continue de faire de l'écoute, de l'action et du contact direct avec les citoyens, les piliers de son mode de gouvernance. Débuté à Kinshasa lundi dernier, c'est ce mercredi 24 septembre que se sont clôturées les réunions paritaires nationales 2025 des lignes maritimes congolaises. Présidées par le directeur général Jean-Claude Mukendi, ces réunions ont permis aux agents et cadres de travailler sur l'application du SMIG afin d'améliorer la vie sociale de tous. Tout est bien qui finit bien. Les portes des réunions paritaires nationales des lignes maritimes congolaises se sont refermées ce mercredi à Kinshasa. Merci, Président. Ces travaux axés principalement sur l'application du SMIG et d'autres points liés aux conditions de travail ont abouti à un protocole d'accord signé entre les bancs patronales et les bancs syndicales des LMC. Par rapport au contexte spécifique des lignes maritimes congolaises, les parties s'accordent sur l'application, à partir de la paie du mois de novembre 2025, du nouveau barème salarial négocié d'une augmentation de 50% du SMIG de 14 500 francs congolais
manœuvre lourd, manœuvre ordinaire. Clôturant ces assises, le directeur général Jean-Claude Mukendi-Mbiamwenza a exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement des échanges, une étape importante car il reflète de la volonté commune de garantir l'application du SMIG et d'améliorer la vie sociale des employés. Il y a exactement 10 jours, nous lancions les travaux de réunion paritaire nationale de l'année 2025. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons de réaliser leur aboutissement heureux. Et nos hommages à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place toujours l'homme au centre de son action, et saluons sa vision de redistribution des richesses au profit de travailleurs. Ainsi s'achève cette page des réunions paritaires nationales 2025 des LMCSA des Assises qui confirme l'engagement de l'entreprise à renforcer le dialogue social et à améliorer les conditions de travail de ses agents. Soucieuse d'assurer un suivi rigoureux des engagements en matière de l'emploi et de formation, la République démocratique du Congo a évalué à mi-parcours le contrat-programme entre INPP et le gouvernement, présidé ce mercredi par le ministre de tutelle, Ferdinand Massamba. La cérémonie a permis de dresser un bilan, de relever les écarts et de définir des mesures correctives pour renforcer l'efficacité du programme. Dans sa volonté de garantir un suivi permanent des engagements du gouvernement en matière de formation et d'emploi, le ministre de l'Emploi et Travail, Ferdinand Massamba, a présidé ce mercredi 24 septembre à Kinshasa la cérémonie de clôture de la revue à mi-parcours du contrat-programme liant l'Institut national de préparation professionnelle INPP au gouvernement congolais. La rencontre, tenue à la direction provinciale de l'INPP Kinshasa, a connu la présence du secrétaire général à l'emploi, du directeur général de l'INPP, des délégations de la présidence et de la primature, ainsi que de nombreux invités. Conduite par une commission mixte trimestrielle, cette revue avait pour but de comparer les prévisions aux réalisations, d'identifier les écarts constatés et de proposer des mesures correctives pour renforcer l'efficacité du programme. Dans son intervention, le directeur général de l'INPP a présenté les principales réalisations déjà enregistrées ainsi que les perspectives à venir. Effectifs formés sur des prévisions élevées à 35 403, nous avons atteint 27 629 bénéficiaires, soit 78% de réalisation. Deuxième indicateur, exécution budgétaire. Produits réalisés, 93%. Le rapport général lu par la déléguée de la commission a ensuite été remis officiellement au ministre. Il fait état des performances jugées acceptables, assorties des recommandations pour améliorer la mise en œuvre du contrat-programme. Dans son allocution de clôture, le ministre Ferdinand Massamba a félicité l'INPP pour les résultats obtenus, tout en l'encourageant à redoubler d'efforts. Il a également réaffirmé l'appui et l'accompagnement du gouvernement pour la réussite de cette mission nationale. Il s'agit d'un moment de transparence, de vérité et de responsabilité, en phase avec la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vision que pilote avec rigueur et détermination son Excellence, Madame la Première ministre et chef du gouvernement. Je tiens à ce stade à féliciter sincèrement la Direction générale de l'INPP pour les efforts accomplis et pour les résultats positifs enregistrés. Toutefois, je l'encourage vivement à mettre en œuvre avec discipline et rigueur les recommandations ici de cette revue afin de renforcer la crédibilité et l'efficacité de l'Institut. La cérémonie s'est terminée dans une ambiance conviviale par une photo des familles. Pas d'école sans banc grâce aux bâtisseurs du service national aujourd'hui. C'était le tour des écoles Itikamo de Matete et le collège Stabloum de Lemba Terminus. Le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik a procédé à la remise à ces deux grandes écoles de plusieurs bancs pupitres pour équiper toutes les salles de classe de cet établissement. Après les écoles kimbanguistes, c'est le tour des écoles Itikamo de Matete et le collège Stabloum de Lemba Terminus qui ont reçu un grand colis des bancs pupitres, œuvre de bâtisseurs du service national sur ordre du chef de l'État, et c'est le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik qui livre ce banc. Tout a commencé à l'Itikamo de Matete. Sur instruction du président de la République,
chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le service national a entrepris la distribution des bancs publics dans les écoles publiques du pays en général et celles de Kinshasa en particulier. Avant la cérémonie de séjour, nous avons distribué les bancs pupitres dans plusieurs autres établissements de l'enseignement universitaire, supérieur, secondaire et primaire, tant à l'intérieur du pays que dans la ville-province de Kinshasa. La volonté du chef de l'État est que dans un avenir proche, qu'il n'y ait plus aucune école publique sans banc pupitre. C'est parti pour le collège Stabloum, où Jean-Pierre Kassongo Kabouik est ovationné. Après la remise des bancs, les bénéficiaires sont dans la joie. Le service national a un calendrier chargé pour le développement de la RDC. Allez, direction Lubumbashi à l'aéroport de la Luano, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba ainsi que son collègue de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, respectivement, comme je disais, ministre des Transports et de la fonction publique, doivent veiller à rétablir l'ordre, affirment certains cadres de cette entreprise. Les responsables de cette structure est accusé des fausses manœuvres visant à déstabiliser ce service de protection civile. Le vice-premier ministre de la fonction publique ainsi que le chef de l'État ont-ils été dupés par Itela Joseph Yondo, responsable de la Metelsat Lubumbashi dans la gestion de la paye des agents de cet organe de protection civile de la RDC dans le Haut-Katanga? Telle est la question qui demeure pendante. Le constat est que, après le détournement du montant de la caisse de l'État dans cette structure dont Itela Joseph Yondo est accusé, s'ajoute le licenciement illégal des agents en vue de remplacer ces derniers bien connus par l'administration publique, par les membres de sa famille qui ne connaissent ni de près ni de loin le fonctionnement de cette structure. Donc, la liste de ceux qui sont révoqués, il y a l'État qui a liste. Ni les alites, action disciplinaire les alites, moto kolongole na musala yenda telo koni nya salite, tongo take tanya te atiliste. Bango ndenge ministre ya wana okatanga fandi ba voter, basali vote na bango. Merci mais biso tozama boko pembe président okanga biso na likambote po tosi déjà. Lui-même, Itela Joseph Yondo, responsable de la Metelsat à l'aéroport de Luano, est âgé de plus de 80 ans, terrassé par de lourdes maladies. Lui-même, Itela Joseph Yondo, responsable de la Metelsat à l'aéroport de Luano, est à plus de 80 ans d'âge, d'où le questionnement de ses agents si les lois de la retraite ne s'appliquent jamais sur lui, et certains l'accusent de la corruption de sa hiérarchie pour se maintenir à ses postes, afin de continuer ce qu'ils considèrent comme des sales besognes sur les paisibles agents qui travaillent d'arrache-pied sans être rémunérés depuis des mois, d'où les cris d'alarme de ces derniers au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, mais aussi à la première ministre Judith Suminwa et au vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou d'ouvrir l'œil sur ces dossiers très capitaux afin de mettre l'ordre à... Et puis on va boucler ce journal avec le programme des obsèques de Madame Roulinabo Angéline Alphonsine, sœur aînée du général-major Lukwebo Deogracias et du professeur Modeste Bahati Lukwebo. Madame Roulinabo Angéline est décédée le 21 septembre à Kinshasa, déplacée de guerre avec sa famille depuis mai 2025. Elle laisse derrière elle son époux, ses enfants et ses sœurs et frères inconsolables. Programme des obsèques de Madame Roulinabo Musengo Angéline Alphonsine, sœur aînée du général-major Lukwebo Deogracias et de l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo. Du dimanche 21 septembre 2025 au samedi 27 septembre 2025, recueillement en famille au domicile de l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, 6 avenue des Orangers, numéro 3, commune de la Gombe.
Veillée mortuaire et messe d'action de grâce vendredi 26 septembre 2025 à 18h au domicile de l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo. Levée du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire à 9h le samedi 27 septembre 2025. Exposition du corps, mots de circonstance, dépôt de gerbes de fleurs et puis départ pour le cimetière de la Gombe et inhumation dans le respect des mesures hygiène. Retour au domicile de l'honorable Modeste Bahati Lukwebo sur l'avenue des Orangers numéro 3, commune de la Gombe. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Beaucoup moins optimiste que son homologue américain qui affirme que la guerre est déjà finie entre la RDC et le Rwanda, Félix Tshisekedi a lui plaidé une nouvelle fois du haut de la tribune des Nations Unies pour le retour de la paix et la reconnaissance du génocide congolais. Jour après jour, le dollar américain a perdu de la valeur cette semaine à Kinshasa, alors que nous approchions les 29 000 francs pour $1. 300 francs de moins ont déjà été comptés ces derniers jours. Seulement, les prix sur le marché sont encore immobiles. Vous avez suivi dans ce journal quelques explications du ministre de tutelle. Le patron des journalistes de Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, était au chevet de Jacques Indala ce mercredi, acteur politique, mais ayant également marqué l'histoire de la télévision congolaise. Il s'agit d'un entretien de soutien moral, vu son état de santé inquiétant, ayant conduit à sa libération avant d'avoir purgé sa peine totale. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.